Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine. Dans la revue de presse de ce mardi 28 octobre, je vous propose de revenir tout d'abord sur le sommet de l'ASEAN qui se conclut aujourd'hui à Kuala Lumpur. Nous irons ensuite dans l'archipel des Fidji où l'ex-premier ministre et homme fort du pays a de nouveau été condamné à une peine de prison. Nous parlerons aussi environnement avec un rapport d'une ONG américaine qui pointe du doigt l'impact de l'exportation illégale par des entreprises américaines de déchets électroniques, notamment en Asie du Sud-Est. Et enfin, nous finirons ce petit tour de l'Asie-Pacifique en Indonésie pour revenir à la réponse du gouvernement indonésien au scandale de la contamination au césium-137 survenu en août dernier. Le sommet de l'ASEAN se conclut aujourd'hui à Kuala Lumpur, capitale de la Malaisie. Un sommet qui a été marqué par la présence du président américain Donald Trump et par la signature de plusieurs accords, mais aussi par l'entrée officielle du Timor oriental, qui est devenu le 11e membre de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est. Le pays le plus jeune et le plus pauvre de la région a obtenu son indépendance en 2002, après plus de 4 siècles de colonisation portugaise, avant d'être occupé par l'Indonésie à partir de 1975. Le Timor oriental a fait sa demande pour rejoindre l'ASEAN en 2011 et espère beaucoup de son adhésion. Le pays espère en effet que rejoindre l'ASEAN lui permettra de renforcer son intégration économique à la région, qui représente un marché de 600 millions de consommateurs, et ainsi de se développer rapidement tout en diversifiant son économie. Outre Donald Trump et le Premier ministre du pays hôte, Anwar Ibrahim, se sont retrouvés à Kuala Lumpur le Premier ministre chinois Li Qiang, la nouvelle Première ministre japonaise Sanae Takaichi, en poste depuis une semaine seulement, mais aussi le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva et le président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa. Donald Trump a présidé la cérémonie de signature d'un accord de cessez-le-feu renforcé entre la Thaïlande et le Cambodge, après un premier accord signé en juillet à Kuala Lumpur pour mettre fin au conflit frontalier qui a fait plusieurs morts et plus de 280 000 déplacés des deux côtés de la frontière entre mai et juillet dernier. Le président américain a profité du sommet pour signer toute une série d'accords sur le commerce et les minéraux stratégiques dans un contexte de droits de douane américains et de restrictions par la Chine de ses exportations de terres rares chinoises à l'étranger, terres rares dont la Chine est le plus gros producteur mondial. Ont notamment été signés des accords commerciaux avec la Malaisie et le Cambodge, venant notamment supprimer les taxes pour certains produits et diversifier les chaînes d'approvisionnement en minerais stratégiques. D'autres accords ont été signés avec la Thaïlande et le Vietnam. Et aujourd'hui, c'est la Chine qui veut renforcer ses échanges commerciaux avec l'ASEAN pour contrer l'impact des mesures tarifaires américaines, qui a signé un accord pour réactualiser l'accord de libre-échange déjà en place entre la Chine et l'ASEAN. Un accord dit 3.0 qui couvre de nouveaux domaines tels que le numérique, l'économie verte ou encore des nouvelles industries. Notons que le président américain est arrivé lundi en fin d'après-midi à Tokyo et s'est rendu au palais impérial pour une rencontre avec l'empereur japonais Naruhito avant de rencontrer ce matin la première ministre japonaise Sanae Takaichi, une visite dont je vous reparlerai plus en détail la semaine prochaine lorsque nous reviendrons ensemble sur les différentes étapes de la tournée de Donald Trump en Asie, puisque le président américain doit encore se rendre en Corée du Sud et rencontrer le président chinois cette semaine. L'ex-premier ministre des îles Fidji, Frank Bainimarama, a de nouveau écopé d'une peine de prison d'1 an la semaine dernière après avoir été jugé coupable par la haute cour d'avoir forcé, sous le coup de la menace, un commissaire de police à limoger 2 policiers. C'est une peine plutôt légère pour ce crime qui est passible d'une peine de 12 ans maximale selon la loi pénale fidjienne. Frank Bainimarama a longtemps été et reste encore aujourd'hui une figure centrale de la politique fidjienne, malgré sa démission en mai 2023 de son siège au Parlement et de son poste de chef de l'opposition.
Cet ancien commandant des forces militaires des Fidji de 1999 à 2014 a été Premier ministre de 2007 à 2022 suite à un coup d'État mené en décembre 2006. Mais en mai 2024, Frank Bainimarama a été condamné à une peine de prison d'1 an ferme pour entrave à la justice. La Haute Cour l'a jugé coupable d'avoir ordonné à la police, lorsqu'il était Premier ministre en 2019, de mettre un terme à l'enquête sur le financement de l'Université du Pacifique Sud. L'ex-premier ministre a toutefois été libéré avant terme au bout de 6 mois en novembre 2024. Cette nouvelle condamnation est une peine suspendue pendant 3 ans, ce qui signifie qu'il n'ira pas en prison tant qu'il ne commet pas de récidive pour les mêmes faits pendant cette période. L'agence de presse américaine Associated Press a rapporté le résultat d'une enquête menée pendant 2 ans par l'ONG américaine BAN, un acronyme pour Basel Action Network, qui met en cause au moins 10 entreprises américaines d'exportation qui envoient des déchets électroniques en Asie et au Moyen-Orient, et en particulier en Asie du Sud-Est. Le rapport de l'ONG parle, je cite, d'un tsunami caché de déchets électroniques et évoque les conditions dangereuses dans lesquelles ces déchets, des téléphones, des ordinateurs ou encore des chargeurs, sont exportés et traités en Asie du Sud-Est. L'article rappelle que le monde produit 62 millions de tonnes de déchets électroniques chaque année, des chiffres qui ne cessent d'augmenter d'année en année. Les déchets électroniques exportés en Asie du Sud-Est sont jetés dans des décharges et contaminent l'environnement avec les produits toxiques qu'ils contiennent. Certains sont envoyés et traités dans des décharges non officielles et les personnes qui travaillent dans ces décharges les brûlent, fondent le plastique ou les démantèlent à la main, s'exposant ainsi à des fumées extrêmement toxiques et dangereuses pour la santé. Associated Press rappelle que la Chine a interdit l'importation de déchets étrangers en 2017, poussant des entreprises chinoises à se tourner vers l'Asie du Sud-Est pour relocaliser leurs opérations de traitement de ces déchets. Si bien que de 2022 à 2023, 6% des exportations américaines vers la Malaisie, qui est devenue la destination privilégiée pour les déchets électroniques américains, étaient des déchets électroniques. L'ONG pointe du doigt le fait que ces exportations se font à l'encontre du droit international et notamment de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de leur élimination, signée en 1989 et entrée en vigueur en 1992. Sur les 166 États parties de la Convention, seuls Haïti et les États-Unis ne l'ont pas encore ratifiée. Or, la Convention interdit l'importation de déchets électroniques depuis des pays qui n'auraient pas ratifié la Convention. Le gouvernement indonésien continue de reloger les familles visant à Cikande qui ont été exposées au césium-137 avec des opérations de décontamination qui devraient se prolonger au moins jusqu'à décembre selon l'agence de presse locale Antara News. L'Indonésie est secouée depuis plusieurs mois par un scandale de contamination au césium-137, un radioisotope qui est une des principales sources de contamination radioactive lors des accidents de réacteurs nucléaires. Le césium-137, qui est obtenu lors de la fission de l'uranium dans les réacteurs nucléaires, est extrêmement dangereux pour la santé et est notamment lié à l'apparition de cancers de la thyroïde ou aux malformations congénitales et fœtales. L'histoire remonte à août dernier, lorsque les douanes américaines ont détecté des taux dangereusement élevés de césium-137 dans des crevettes congelées importées depuis une ferme aquacole située à moins de 2 km d'une aciérie gérée par PT Peter Metal Technology à Cikande, dans la province de Banten, à 50 km à l'ouest de Jakarta. L'aciérie a depuis été fermée et 9 personnes contaminées ont été placées sous traitement. Parallèlement, des clous de girofle contaminés importés de la province de Lampung, dans le sud-est de l'île de Sumatra, ont également été détectés à la douane américaine. 23 conteneurs transportant des ferrailles contaminées provenant notamment des Philippines ont aussi été trouvés dans le port de Tanjung Priok à Jakarta. Les conteneurs ont été renvoyés ou sont en attente d'être réexpédiés et l'importation de ferraille a été suspendue jusqu'à nouvel ordre. Au total, on parle de 32 sites contaminés dans le district de Cikande où est installée l'aciérie, mais aussi dans le district voisin de Kibin où se trouvent des usines de fabrication de chaussures. Les données de contamination sont très préoccupantes pour la santé des habitants, mais aussi des travailleurs de la zone qui ont été exposés pendant au moins 2 mois sans aucune protection. L'Agence nationale de réglementation nucléaire a expliqué que le nettoyage prendrait plusieurs mois en raison du niveau d'exposition élevé qui limite parfois à quelques minutes seulement le temps que le personnel de nettoyage est autorisé à rester sur certains points des sites contaminés.
Antara News a rapporté que plus d'une centaine de membres de la brigade mobile de la police, de l'unité chimique, biologique, radiologique et nucléaire, mais aussi d'une unité de l'armée, travaillaient avec des experts pour nettoyer les sites contaminés. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.